Aujourd'hui, nous recevons François Asselineau. François Asselineau qui a monté son parti, l'UPR, et qui revendique aujourd'hui plus de 4000 adhérents. C'est un diplômé d'HEC et de l'ENA. Il a travaillé dans différents cabinets ministériels au Quai d'Orsay et à Bercy, avant de fonder en 2007 l'UPR. Notre mouvement politique est un mouvement qui veut aller au fond des choses, qui s'adresse aux Français avec, je pense, on s'adresse à l'intelligence des gens. On ne s'adresse pas à leur cerveau reptilien. On ne méprise pas l'intelligence des Français. Je pense qu'on a plutôt une majorité de gens de gauche maintenant chez nous. Quoique on a beaucoup de jeunes, et pour beaucoup de jeunes, droite, gauche, ça ne veut plus dire grand-chose. Enfin, on a plutôt une sensibilité un petit peu de gauche, mais on a des gens de tous les ordres. On a des gaullistes, on a des communistes, enfin des vieux communistes, si j'ose dire. On a des gens un peu partout. François Asselineau, il sera invité le jour où j'aurai décidé qu'on l'invite. Moi, j'en ai rien à faire de François Asselineau, rien du tout, je vous le dis tout de suite. L'invité, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. J'ai été également délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances, c'est-à-dire, excusez-moi, mais au centre des opérations. Donc je connais quand même bien les choses. Et ce qui m'a fait évoluer, c'est que j'ai découvert progressivement ce que mes compatriotes ignorent. C'est que la quasi-totalité des décisions stratégiques qui sont prises en France, que ce soit en matière économique, sociale, monétaire, budgétaire, sont prises par l'Union européenne. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je souhaite parler. Les sujets de fond ne sont pas abordés. Parce qu'il y a un sujet de fond qui n'est pas abordé, c'est que nous allons élire des gens qui n'ont pratiquement plus de pouvoir. Voilà. Et la réalité de la situation, elle est là. Si je propose aux Français de sortir de l'Union européenne, ce n'est pas par nostalgie, ce n'est pas par xénophobie, bien entendu, c'est pour rétablir en France la démocratie. Si vous me permettez de prendre un exemple, on parle beaucoup, l'exemple de Florange par exemple, qui défraie l'actualité aujourd'hui, on parle beaucoup des fermetures d'usines. Énormément de Français se plaignent, vous savez que nous perdons actuellement 800 emplois par jour ouvrable. Une usine en France ferme quasiment tous les jours, on a perdu 900 usines en 3 ans. Alors, que disent les candidats, dits grands candidats à la présidentielle? Ils font des promesses, ils disent je vais lutter contre ci, mais ça tout le monde peut faire des promesses. Tout le monde peut dire je vais lutter contre ça. Qu'est-ce qui, moi, me distingue de tous les autres? C'est que je dis aux Français, nous n'avons plus le pouvoir de nous y opposer parce qu'il y a l'article 63 et l'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organisent les délocalisations. L'article 63 interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Ça veut donc dire que M. Hollande, si M. Hollande est élu, puisque tous les médias font en sorte que M. Il est en tête des sondages, en tout cas. Voilà. Oui, mais vous savez, c'est ce que les Américains appellent les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'à force de dire que M. Hollande va être élu, il va finir par être élu. Mais je donne rendez-vous à mes concitoyens, en particulier aux concitoyens de gauche, pour dans 6 mois ou dans 1 an. Et dans 6 mois ou dans 1 an, ils diront « Ah, mais on ne comprend pas, il fait la même politique que Sarkozy ». Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons désormais, nous élisons, si j'ose dire, des marionnettes, des gens qui n'ont plus le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il est à la Banque centrale européenne à Francfort, à la Commission européenne à Bruxelles et au Fonds monétaire international et à l'OTAN à Washington. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée.
ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu. Il me faut dire avec beaucoup d'autres, au nom de beaucoup d'autres, qu'il est bien temps de saisir notre peuple de la question européenne. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789. Mais il est des moments où ce qui est en cause est tellement important que tout doit s'effacer. Et je ne parle pas ici au nom d'une France contre l'autre, car dès lors qu'il s'agit de la France, de la République et de la démocratie, il ne peut pas être question de la droite et de la gauche. Ce qui est en jeu est au-delà des partis, au-delà des clivages les plus naturels, au-delà des oppositions les plus légitimes, au-delà des querelles les plus anciennes, puisque l'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin. Cette communauté de destin est gravement mise en péril par les accords, alors que ceux-ci ne sont ni la condition de la prospérité, ni la condition de la paix. Des résultats de ce référendum, les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non du côté du quartier général d'Henri Emmanuelli, point de ralliement des partisans du non socialiste. Et puis du côté aussi du mouvement pour la France, Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important, c'est une victoire pour le non incontestable. Ce soir, le traité de Lisbonne est signé. Qu'est-ce que vous dites? C'est une forfaiture? C'est une traîtrise? C'est une... Bien évidemment, M. Sarkozy a trompé le peuple français. Il a parlé d'un mini-traité, une petite souris qui passerait par un petit trou. C'est en réalité l'intégralité de la Constitution européenne. Le fond de l'affaire, c'est que la démocratie est bafouée. Et j'appelle à la résistance les parlementaires, mais aussi les citoyens français qui doivent faire pression sur leurs députés pour que ceux-ci ne couvrent pas ce qui est une véritable forfaiture. L'extrême droite n'a pas le monopole de la critique contre l'euro et contre l'Union européenne. C'est au contraire, ça devrait être au contraire un combat politique qui est mené par tous les républicains, tous les amoureux de l'indépendance et de la souveraineté nationale, la souveraineté de la France. Disons que le Front National, en fait, est extrêmement médiatisé. Il suffit de voir d'ailleurs le sort médiatique qui lui est réservé par rapport à nous. Il est extrêmement médiatisé parce qu'en fait, il sert le système qu'il fait semblant de combattre. Nous considérons que nous devons absolument, c'est une question vitale, sortir de l'Union européenne, de ce glacis géopolitique, et sortir de l'OTAN pour redonner à la France ce qu'elle a toujours été. Et ça n'est pas d'être anti-américain que de le dire, c'est simplement rétablir ce qui est nécessaire au monde, c'est-à-dire
un équilibre des peuples et des nations. Actuellement, la voix de la France, et je le dis très sérieusement, la voix de la France en ce moment, elle s'est éteinte et elle manque au monde. Voici arrivé au terme de cette très longue conférence. Je vous remercie pour votre extrême attention. Je vous rappelle les 10 raisons urgentes de sortir de l'Europe. Il faut rétablir la démocratie, c'est-à-dire arrêter avec ce système qui, mathématiquement, je vous l'ai prouvé, rend toute autre Europe impossible et vide de sens toute élection nationale. Il faut résoudre la question de la dette publique, c'est-à-dire notamment pouvoir se soustraire à l'article 123 du TFUE. Il faut sauver l'agriculture et les agriculteurs. Il faut donc se soustraire aux articles 32 et 39 du TFUE. Il faut sauver l'industrie et nos emplois. Il faut donc sortir de l'euro pour récupérer la maîtrise de notre politique monétaire, notamment pour le change externe, ce qui oblige à dénoncer notamment l'article 282 du TFUE. Il faut dénoncer juridiquement les articles qui organisent, qui donnent le feu vert aux délocalisations industrielles et au répatriement de produits fabriqués à très bas coût de salaire, c'est-à-dire qu'il faut dénoncer les articles 32 et 63 du TFUE. Il faut maîtriser l'immigration, à la fois pour ne pas déstabiliser la société française, mais pas déstabiliser non plus, ne pas voler la force vitale des pays du Sud. Il faut donc revenir sur les articles 67, 77, 79 du TFUE. Il faut préserver la santé de l'environnement. Ça implique de revenir sur les articles 168 et 169 du TFUE. Nous devons conserver nos services publics et notre patrimoine national. Nous devons donc remettre en cause l'article 106 du TFUE. Nous devons défendre nos retraites et notre politique économique et sociale. Nous devons donc notamment supprimer l'article 5 et l'article 121 qui fixe les grandes orientations de politique économique, ces articles du TFUE. Nous devons protéger la paix du monde, en notamment nous soustrayant de l'OTAN, qui est devenue une opération une milice internationale pour semer en fait le malheur à travers le monde. Ça nous impose de sortir de l'OTAN, donc de dénoncer l'article 42 du TUE. Et nous devons préserver la vision française et francophone du monde. Nous devons refuser un monde fondé sur le communautarisme racial et la ségrégation. Nous devons fusionner. Nous devons au contraire promouvoir un monde avec des nations ouvertes, chacune conservant ses identités, mais chacune étant ouverte sur le reste du monde et refusant notamment une vision racialiste et communautariste pour faire privilégier une vision typiquement française. C'est le génie de la France depuis le baptême de Clovis de 496 et l'interdiction faite par le clergé à l'époque des mariages claniques. C'est ce qui fait notre spécificité. C'est-à-dire que la France vise à l'universel. Nous devons redonner à la francophonie tout son sens pour en faire un pôle d'équilibre et de civilisation dans le monde face au rouleau compresseur communautariste et ultralibéral anglo-saxon. Alors que faire puisqu'une autre Europe est mathématiquement impossible? Je vous l'ai montré au début de cette conférence, 1,2 secondes sur 1 trillion d'années. Alors que faire? Eh bien, il y a une solution, c'est le traité de l'Union européenne, l'article 50. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. L'État membre doit négocier une procédure de sortie avec les autres. Donc c'est une obligation de négociation. C'est de bon sens. Bien sûr, il est même prévu d'ailleurs que si au bout de 2 ans on n'est pas parvenu à un accord, eh bien à ce moment-là on sort de plein droit. Mais rassurez-vous, lorsque la France aura décidé, lorsque les Français auront décidé de sortir de l'Union européenne, ça se passera très bien. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal, puisqu'on mettra en œuvre un article sur lequel tous les autres États sont tombés d'accord, puisqu'ils ont ratifié le même traité. J'ajouterais même que lorsque les Français diront qu'ils sortent de l'Union européenne, il y aura beaucoup d'États qui diront « mais ils ont bien raison ». Et non seulement on ne nous mettra pas des bâtons dans les roues, mais très probablement, eh bien, en réalité, on nous félicitera d'avoir été les précurseurs. Autre chose, en fait, le programme que j'ai présenté le 3 décembre dernier s'inspire étroitement de celui du Conseil national de la résistance de 1944, mais évidemment mis au goût du jour. Notre programme de libération nationale, c'est la sortie urgente de l'euro, la réattribution à la Banque de France de son rôle normal de financement de l'État,
la défense par la France elle-même de ses intérêts à l'OMC, le rétablissement effectif du contrôle des flux de capitaux, de marchandises, de services et de personnes, la renationalisation de notre politique étrangère accompagnée d'une sortie de l'OTAN et du retrait de nos troupes engagées dans des guerres illégales, la restauration des services publics à la française, garant de cohésion nationale, la sortie de l'Union européenne au plus vite, car toutes les mesures précédentes sont contraires au traité, et c'est parfaitement possible avec l'article 50 du TUE. Toutes les fois que quelque chose comme la Commission européenne ou la Banque centrale européenne vous dit la flexibilité c'est bien, il en faut davantage, la compétitivité c'est bien, il en faut davantage, ce sont des mots qui sonnent bien, mais ce que ça veut dire en vrai, c'est il faut précariser 90% de la population française et il faut diminuer le niveau de vie de 90% de la population française. Alors évidemment, si vous le dites comme ça, veuillez, s'il vous plaît, précariser et diminuer le niveau de vie de 90% de votre population, ça peut mal passer pour une basse raison électoraliste. À la place, vous employez des mots de code. Flexibilité, compétitivité, c'était les exemples qui m'étaient venus à l'esprit. Mais ces mots de code proviennent d'un atelier de fabrication d'idées qui est l'université américaine. Pas l'université de Navarre ou du Mexique. C'est quelque chose de typiquement américain. Donc là, vous avez une forme sournoise d'influence américaine de nature intellectuelle et mentale plus que politique. L'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on dit. L'euro est une monnaie, c'est pas tout à fait non plus une monnaie commune. Pour être très précis dans la définition, c'est une collection de monnaies nationales homonymes. C'est-à-dire que la France a toujours sa monnaie nationale. Quand vous avez 100 000 euros, 10 000 euros, 1 000 euros, 50 euros sur votre compte en banque, ce sont des créances sur la Banque de France. Les Allemands, eux, quand ils ont 50 000 euros ou 5 000 euros sur leur compte en banque, ce sont des créances sur la Bundesbank. Et les Grecs, ce sont des créances sur la Banque de Grèce. De plus en plus, les entreprises des pays du Sud ou les grandes fortunes des pays du Sud, prenant peur sur la solidité des banques centrales nationales des pays du Sud, eh bien, ils font quoi? Eh bien, ils transfèrent leurs avoirs, comme ils en ont parfaitement le droit dans le cadre du libre marché européen et de la libre installation, ils ouvrent des comptes bancaires en Allemagne. Donc, vous transférez 100 000 euros de la banque du Pirée à Athènes, vous les transférez à la banque de la Dresdner Bank de Berlin. Sauf qu'en passage, les 100 000 euros que vous aviez de créances sur la Banque de Grèce, la Banque centrale de Grèce, deviennent 100 000 euros de créances sur la Bundesbank. Actuellement, les Allemands se sont ramassés 750 milliards d'euros en provenance des pays du Sud, qui sont autant de créances pourries sur les banques centrales nationales des pays du Sud. Donc tout le monde est perdant dans ce système, et les Allemands les Allemands, ce qu'ils craignent, c'est que tout l'échafaudage leur retombe dessus. D'ailleurs, il y a l'un des plus grands patrons allemands qui a dit ça risque de nous coûter de cette petite blague 1 000 milliards d'euros. 80% des Allemands veulent sortir de l'euro, aujourd'hui, à peu près, d'après les sondages. Donc, les Allemands veulent sortir, les Américains tapent du poing sur la table pour qu'il n'en soit pas ainsi, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Résultat des courses, les Allemands qui payent commande. Donc, les Allemands imposent au reste des pays d'Europe leur mode de vie, ce qui fait que, parce que l'euro, c'est une espèce, c'est perçu par les pays que citaient nos contradicteurs comme une espèce de Deutsche Mark bis. Donc, les Allemands sont contraints par les événements d'imposer le mode de vie, le mode sociétal, si j'ose dire, aux pays du Sud qui d'abord n'en veulent pas et d'autre part ne le peuvent pas. Une monnaie, c'est un peuple et une nation. Et s'il y a des dépréciations entre les monnaies, ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut tenir compte des évolutions différentes, des taux de chômage, des taux des taux de lutte sociale, des taux d'inflation induits, de la différence d'évolution des compétitivités, du plus grand ou du moins grand effort de compétitivité, du plus grand ou moins grande capacité à obéir et à avoir une discipline au travail, etc. Tout ceci fait que nous n'avons pas de peuple européen et qu'à chaque peuple doit correspondre sa monnaie. Après 14 années passées à l'Élysée, et quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique
aux Français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est François Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, dans un ouvrage qui s'appelle Le Dernier Mitterrand, de confidence qu'il a faite au journaliste Georges-Marc Benamou, à l'époque journaliste au Nouvel Observateur. On voit d'ailleurs au passage que ce sont les États-Unis qui exigent l'entrée de la Turquie, et nous expliquerons tout à l'heure pourquoi les États-Unis veulent faire entrer la Turquie dans l'Union européenne, parce que les Français ne comprennent pas. Ils ne comprennent absolument pas pourquoi la Turquie devrait entrer. Qui a invité officiellement l'ensemble des pays de la Baltique à la mer Noire, c'est-à-dire tous les pays de l'Est, à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne? Qui est-ce qui a dit toutes les nouvelles démocraties de l'Europe, de la Baltique à la mer Noire et toutes celles qui se trouvent situées entre les deux, doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté et la même chance de rejoindre les institutions européennes? Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Normalement, si l'Union européenne avait un peu de sens, c'est une déclaration qui aurait peut-être pu être faite par le président de la République française, chancelier d'Allemagne ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. La personne qui a fait cette déclaration, c'est le président américain George W. Bush, président des États-Unis, dans son discours à l'université de Varsovie le 15 juin 2001. Et d'ailleurs, insistant en disant « Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie ». Donc, si nous avons procédé à l'élargissement des pays de l'Est très, très rapidement, 10 pays nouveaux d'un coup en 2004, en 2005, et 2 autres nouveaux pays en 2007, la Bulgarie et la Roumanie, c'est parce que les États-Unis l'ont exigé. Mais alors, peut-être tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Qu'est-ce qui va se passer avec ce grand marché transatlantique? Vous savez ce que c'est? Au bout du compte, ça revient, pour schématiser, à donner à ce que les États abdiquent devant des tribunaux leur souveraineté face à des grandes entreprises, des grands conglomérats financiers et industriels, qui pourront attaquer les États parce qu'ils auront mené des politiques qui ne seront pas conformes à leur légitime attente de ce qu'attendent les... Mais enfin, où allons-nous? Où allons-nous? Ça veut dire que les États sont en train de plier devant le poids d'une oligarchie financière ou industrielle qui veut faire la loi. Mais ça va pas. Ça va pas. On revient à un véritable Moyen-Âge. Les États, je rappelle que les États, ce sont les émanations des peuples. Il n'y a rien qui doit être au-dessus des États puisque ce sont les peuples. Un sondage IFOP qui a été fait à la fin de l'année dernière, qui disait que ça ne vaut que ce que ça vaut, ça n'est qu'un sondage, que si on réinterrogeait les Français sur Maastricht, il y en aurait 64% des Français qui voteraient non. D'ailleurs, au passage, qu'est-ce que c'est que faire la politique? Qu'est-ce que c'est qu'un homme politique responsable? C'est quelqu'un qui vérifie à tout instant si le peuple est d'accord. Parce que quand on est face à ça, si nous étions dirigés par des gens honnêtes, ils devraient se dire il y a un petit problème. D'ailleurs, ils le savent qu'il y a un petit problème, même un gros problème. Le seul et unique discours qui nous est infligé, c'est il faut continuer et accélérer. Ça n'est jamais de la faute de l'Europe, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Il faut plus d'Europe. C'est exactement d'ailleurs ce que disaient les soviétiques. Plus les déconvenus s'accumulaient, les catastrophes lors de la construction du socialisme, et plus on expliquait que ce n'était pas de la faute du socialisme, c'était parce qu'il était mal appliqué, et qu'il fallait donc accélérer. Donc on est dans un phénomène de fuite en avant, qui témoigne du caractère profondément fascisant de ces gens.
Parce que n'importe qui d'honnête intellectuellement et politiquement devrait se dire face à ça, j'ai un problème, il faut que je vérifie quand même auprès des Français s'ils sont d'accord. Si nous voulons que les Français retournent voter parce que leur vote aura de nouveau du sens, c'est-à-dire on leur aura rendu la démocratie, c'est-à-dire que lorsqu'ils voteront à droite, ils auront une politique de droite, et lorsqu'ils voteront à gauche, ils auront une politique de gauche. Alors il faut que les Français comprennent que la construction européenne rend leurs élections sans aucun effet. Voter à droite ou voter à gauche ne change plus rien. Entre l'Europe et la démocratie, il faut choisir. L'invité, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences.